plus loin, toujours plus vite, toujours plus souvent, qui la marque, qui la caractérise. C'est un choix de changement de façon de produire et de consommer qui nous amène à réduire considérablement d'abord le gaspillage et les consommations inutiles. Alors les réserves ou les niches de gaspillage sont fantastiques. En matière d'énergie, par exemple, on pense qu'on pourrait bénéficier des mêmes niveaux de satisfaction en diminuant par 4 nos consommations d'énergie. Si l'on pense, par exemple, que le budget de la publicité, dont la nécessité pour le bonheur de l'humanité n'est pas évidente, sans parler des dépenses militaires, mais le budget de la publicité représente 500 milliards de dollars, ça fait des réserves énormes. Avec la mondialisation, on s'est lancé dans un grand déménagement planétaire qui nous amène à des absurdités au nom de la rationalité économique. Alors les exemples sont innombrables, depuis les crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc et reviennent au Danemark pour être ensachées et dispatchées dans le monde entier, les langoustines écossaises qui sont envoyées en Thaïlande pour être décortiquées, retournées en Écosse, etc. Chaque jour, on a plus de 4000 camions qui franchissent le col du Perthus pour transporter des tomates andalouses en Hollande et des tomates hollandaises faites sous serre en Espagne. Le moteur du système actuellement, c'est la classe moyenne et c'est elle qui devrait faire la décroissance. Bien sûr que les ultra-riches aussi, n'en parlons même pas, mais l'essentiel de la population et qui est en plus concerné par ces thématiques, c'est les gens qui sont dans la classe moyenne, qui nourrissent vraiment ce système. On assiste à une moyennisation de la société. Voilà, on a tous quand même, comme on est dans une société d'opulence, on a tous un peu d'argent. Finalement, des gens vraiment dans la merde en France, économiquement, il n'y en a pas tant que ça parce qu'il y en a plein qui vivent avec les restes des trucs. Du coup, on pourrait tous décroître. Je parle pas des pays du Sud, des types qui sont au Bangladesh ou en Amérique du Sud, etc., qui eux sont vraiment dans la merde. Et c'est pas eux qui font la décroissance. Eux, ils sont dans la merde parce qu'on a fait de la croissance. Et je pense que c'est vraiment de la pure mauvaise foi, de la pure hypocrisie que de dire ah mais la décroissance, vous voulez que tout le monde, vous voulez le malheur pour tout le monde, vous voulez la fin du tiers-monde, etc. C'est vraiment c'est les puissants, en fait, y compris les puissants de la classe moyenne, les sbires, tu vois, pas forcément les PDG de multinationales, qui veulent pas lâcher un petit peu. Et je dirais que si être décroissant, c'était simplement faire la même chose en moins, ça serait totalement une erreur. Ça serait une erreur parce que très vite, on passerait finalement du politique, du social à une sorte de posture religieuse. Et on finirait par jouer à plus décroissant que moi tu meurs. La revue Silence a démarré en 1982. C'était à l'époque des étudiants dans les facultés de Lyon qui voulaient faire une revue d'écologie. Donc pour parler d'écologie, mais vraiment écologie radicale, dès le départ, ils ont voulu comme ça. Et donc ça a démarré sans moyens, départ. C'était ce qui se passait un peu sur Lyon et la région. Et puis ça c'est, les thèmes ont quand même accroché pas mal de gens. Et finalement, ça s'est développé sur toute la France. Et puis petit à petit, on était amené à parler de la décroissance, qui est un thème qu'on aborde maintenant très régulièrement. Alors le premier texte qu'on a publié sur la décroissance, il date de 1993, parce qu'une personne proche de la revue avait lu le livre de Jesco Reagan, et il a voulu en parler. Bon, à l'époque, ça n'a pas eu un écho extraordinaire. Bon, on n'en a pas reparlé pratiquement pendant 9 ans, c'est-à-dire qu'après, ça a recommencé à partir de 2002, donc à peu près au moment de la campagne présidentielle de 2002, parce qu'il y avait un candidat qui essayait de se présenter, qui était Pierre Rabhi, et il y a eu toute une dynamique qui s'est créée à ce moment-là, et le terme de décroissance et le thème de la décroissance est revenu un peu en surface, et nous on a eu beaucoup d'articles et de personnes qui nous ont proposé des articles sur cette réflexion-là, donc à partir de 2002, et depuis, c'est très souvent qu'on fait même la une sur ce thème-là. Il faut arriver à articuler 3 niveaux de résistance. Le premier niveau de résistance, c'est la simplicité volontaire, essayer de vivre au maximum en conformité avec ses valeurs, c'est-à-dire avoir un mode de vie qui ne porte pas préjudice aux plus faibles et ne porte pas préjudice également aux générations futures. Cependant, ça ne suffit pas. Il faut un deuxième niveau qui est celui des expérimentations collectives. C'est-à-dire que c'est toujours par les marges qu'une société évolue. Donc tout ce qui peut se bricoler dans les franges est extraordinaire, qu'il s'agisse des associations pour le maintien
d'une agriculture paysanne, qu'il s'agisse des coopératives de production, de consommation, d'habitation. Mais là encore, ça suffit pas, parce qu'on pourrait autrement aller vers une dualisation de la société. Donc il faut un troisième niveau. C'est celui de l'ébauche, du commencement d'un projet politique. Et ce projet politique de la décroissance, je dirais qu'il doit partir tout d'abord d'un fait simple. On sait que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire que si on traduit toutes nos activités en équivalent carbone, si on dépasse ce maximum de 3 milliards, on détériore la Terre. Depuis les années 70, nous avons dépassé ce maximum. Nous en sommes aujourd'hui à 6,7 milliards. Prenons au sérieux ce chiffre. 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone pour 6 milliards d'humains. Calculez vite fait, ça donne 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Si je dépasse ces 500 kilos, je prends la part des plus faibles ou des générations futures. Et qu'est-ce que c'est 500 kilos? Ça veut dire un vol en avion, aller-retour Paris-New York. C'est 4500 km par an en voiture, c'est le tiers de la fabrication d'une petite bagnole. Donc on prend conscience quand on donne ce chiffre, je dirais qu'il ne s'agit pas simplement de faire la même chose en moins, qu'il s'agit véritablement, je dirais, d'inventer de nouveaux usages. Et ça ne peut passer qu'en sortant totalement de la société de consommation. La décroissance, il faut la qualifier, dire c'est une décroissance économique. Mais la condition de cette décroissance économique, c'est la croissance de beaucoup de choses. Et c'est la croissance des multiples dimensions qui composent notre humanité. C'est la croissance de notre dimension philosophique, c'est la croissance de notre dimension sociale, c'est la croissance des liens sociaux, c'est la croissance de nos dimensions culturelles, philosophiques, spirituelles. Une société se coince à partir du moment où elle ne permet pas en son sein une expérimentation sur une durée significative. Et on en est là. C'est-à-dire que beaucoup d'expériences qui sont intéressantes et qu'il faudrait suivre avec des protocoles expérimentaux très précis, je ne suis pas en train de dire que tout et n'importe quoi sont intéressants, hein, mais à partir de ce moment-là, il faudrait que ces gens-là puissent être exemptés, si tu veux, d'un certain nombre de charges, pas seulement économiques, et qui vont très loin, c'est-à-dire qui vont permettre à la société qui se bloque la possibilité de se dégripper par rapport à ce blocage. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Parce que les vieux schémas mentaux sont là partout, la société en est imprégnée, et on a le plus grand mal, comme dit Serge, à décoloniser notre imaginaire. Réévaluer, ça participe de ce que j'appelle la décolonisation de l'imaginaire. Ça amène à remettre en question les concepts avec lesquels on découpe la réalité, le vécu. Si on remet en question les valeurs et les concepts, bien sûr qu'on est amené à remettre en question aussi les rapports de production. Donc ça nous amène à la fameuse question des changements de système, sortir du capitalisme, mais ça nous ramène aussi à des problèmes plus techniques comme la reconversion de l'infrastructure industrielle. La restructuration nous amène ipso facto à une redistribution et par conséquent à un rééquilibrage à l'intérieur de chaque société, mais aussi au niveau planétaire. Et donc à diminuer pour le Nord notre prélèvement pour permettre aux pays du Sud d'avoir un prélèvement supérieur. L'une des formes les plus efficaces ou les plus immédiates de réalisation de tout cela, c'est certainement la relocalisation. Parce qu'en relocalisant, on restructure en partie, on modifie les choses. Il est certain, par exemple, même au niveau politique, que la démocratie, si elle a un sens, elle est d'abord locale, parce que c'est dans le lieu où on vit qu'on peut faire une politique concrète, qu'on peut décider de son destin, savoir si on va construire des parkings ou des espaces verts, des écoles ou des incinérateurs, etc.